Libre Média était présent cette fin de semaine au Congrès 2023 du Parti conservateur du Canada, dont le thème central était le gros bon sens, le common sense. Nous avons recueilli des témoignages des militants du Parti conservateur pour comprendre leur vision du monde, également pour saisir les enjeux auxquels fait face la société canadienne. Le Congrès a commencé vendredi avec l'accueil des militants et une série d'allocutions. Le discours de Michel et Barbara Maisonneuve a donné le ton à la rencontre en insistant sur l'importance des racines, de l'histoire des valeurs canadiennes et en dénonçant la censure. Il ramènera le gros bon sens avec de plus gros chèques de paye, en réduisant les impôts pour que les gens ramènent chez eux une plus grande part de chaque dollar gagné. Il supprimera les barrières bureaucratiques pour que les nouveaux arrivants puissent travailler dans leur profession et s'assurant que les Canadiens puissent produire leurs ressources et les rendre au marché. Il ramènera le gros bon sens avec des logements abordables en éliminant les taxes et les barrières bureaucratiques afin de construire. Samedi matin, les choses ont commencé abruptement avec la visite éclair de Stephen Guilbeault. Le ministre fédéral de l'Environnement est venu jouer les troubles-fêtes en critiquant la vision conservatrice en matière de réchauffement climatique. Sentez-vous le tapis vous glisser sous les pieds? Vous avez vu les sondages? Est-ce que vous avez peur de perdre le pouvoir? Écoutez, on n'est pas là, on n'est pas dans l'élection, on est là pour aider la population. Il faut travailler à passer à travers ce moment difficile-là, puis on comprend que c'est un moment difficile. Sur l'onde du midi a suivi le discours remarqué de l'ancien ministre Peter MacKay. La présence de l'ancien ministre fédéral symbolisait le ralliement du parti derrière le chef. On se rappelle que M. MacKay a été candidat à la chefferie du parti aux dernières primaires. Pour aborder la question du rôle du Canada sur la scène internationale, je me suis entretenu avec Michel Maisonneuve, ancien militaire qui a tenu un grand discours vendredi soir, donc a été abordée la question de la politique étrangère canadienne. Michel Maisonneuve? Oui, bonjour. Les principales préoccupations, selon vous, des militants du Parti conservateur du Canada? Je crois que la première chose, c'est la crise du logement, d'avoir des chèques de paye abordables, c'est-à-dire qui sont des chèques de paye qui sont conséquents. Ça, je pense que c'est les deux plus grandes crise du logement, inflation. Inflation, exactement. C'est la taxe sur le carbone, ces choses-là dont on a parlé hier. Pour moi, c'est sûr qu'ancien militaire, c'est la sécurité du pays. Le fait que nos forces canadiennes ont été dégradées complètement. En ce moment, ils ont besoin de personnel, d'équipement, d'entraînement, de recrutement. C'est vraiment dommage de voir ça. En plus, dans un contexte, on sait, de recrudescence des tensions avec les puissances de l'Est, si on les appelle comme ça. Votre point de vue sur la guerre en Ukraine, l'implication du Canada en Ukraine, comment vous voyez ça comme ancien militaire? Je trouve ça très bien, en fait, tout ce qu'on a donné comme équipement et tout. Donc ça, ça devrait continuer. Ce qu'on veut, c'est que l'Ukraine réussisse à gagner et éventuellement repousser les Russes. Mais le problème, c'est pas juste ça. C'est que les Canadiens, en général, ne pensent pas vraiment à la défense. Les Québécois en particulier, c'est pas quelque chose qui est au top de leur pensée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est changer l'attitude et dire, bon, écoutez, si on veut être un pays souverain, il faut être capable de se protéger, il faut être capable d'être un allié sûr. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Bien, c'est en augmentant nos ressources militaires. Mais en Ukraine, quand même, est-ce qu'on n'est pas dans une impasse? Est-ce que c'est réaliste de poursuivre cette escalade? On sait que les tranchées, il n'y a pas vraiment de progression de part et d'autre. On est dans une situation qui rappelle un peu vaguement la Première Guerre mondiale. Le front est bloqué. Est-ce qu'on devrait continuer à injecter des sommes d'argent des contribuables dans l'armement du régime de Kiev? Ce que les gens ne comprennent pas, je pense, c'est que les Russes ont eu beaucoup de temps pour organiser leur défense. Les Russes, ils ont une doctrine qui dit défense en profondeur, avec des champs de mines, des défenses entrecroisées très, très difficiles. Donc, il y a des progrès qui sont faits par les Ukrainiens. Il y en a des progrès. Cependant, ça va très lentement. Ils vont pour pas se faire détruire. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est effectivement progresser et je pense qu'il faut continuer. On raconte que des propositions dites controversées vont être votées aujourd'hui, notamment sur la question des personnes trans. Pour vous, est-ce que le mouvement woke va trop loin dans la propagation, disons, de son message non-binaire, etc.? Oui, écoutez, le mouvement woke, c'est pas juste ça. Hein. Le mouvement woke, c'est beaucoup d'autres choses. Et je dirais de ce côté-là, j'ai pas vraiment de... J'accepte tout le monde. Moi, je crois qu'il faut être tolérant.
des gens qui ont vraiment des difficultés psychologiques et de ce côté-là. Moi, j'ai un frère qui est avec son partenaire, ça fait 45 ans, 46 ans. Donc, j'ai pas de problème avec ça. Dans les forces canadiennes, je pense que tous ceux qui veulent servir devraient servir et devraient être aptes à servir s'ils rencontrent les normes et devraient être respectés. Et ils devraient respecter les autres. Alors moi, c'est la façon de voir les choses. Je ne sais pas si on va voir des choses très, très controversées ici, mais je pense qu'il y a une place pour tous les Canadiens dans notre pays. Mais vous, bon, qui êtes un ex-militaire, est-ce qu'on fait pas rire de nous quand même un peu? Dans d'autres pays, quand on regarde l'armée canadienne, le mouvement LGBT, les talons roses, etc., on a vu les députés à la Chambre des communes porter des talons roses, des députés masculins. On fait rire de nous ou pas par les Russes, par les Chinois, par les Iraniens, par les Turcs? C'est pas ça qui vraiment nous fait rire de nous. Non, c'est le fait qu'on ne porte pas attention aux forces canadiennes. On ne pense pas à la défense. Tu sais, puis la première chose pour un pays, c'est beau d'avoir tous les programmes sociaux que vous voulez, mais si vous n'êtes pas capable de vous défendre, nous autres, on s'attend à ce que les Américains nous défendent dans tout. On est des mauvais alliés pour les Américains. Si on leur disait, par exemple, on va s'occuper du Grand Nord, nous autres. On va le prendre, nous autres, cette ressource-là. Je serais très content de faire voir eux autres à s'en occuper. Ça fait qu'on se fait pas rire, on fait pas rire de nous autres à cause de ça. On fait rire de nous autres parce que on est vraiment des pauvres alliés et on n'a pas fait attention à la défense. Donc, en terminant, votre vision du Canada sur la scène internationale, c'est un Canada qui est plus engagé dans la résolution des conflits, des casques bleus. Qu'est-ce que vous préconisez à ce niveau-là? Bien, je pense qu'on doit être un bon allié. On a toujours été un bon allié avant 2015, OK? Et pour être un bon allié, il faut qu'on ait les moyens de l'être. Et puis c'est ça qu'on n'a pas en ce moment. On peut parler d'être un bon allié, mais à moins qu'on ait la façon de le faire, on ne sera pas capable. Je me suis entretenu avec Gérard Deltel, le député bien connu de la région de Québec, le député conservateur à la Chambre des communes. Je vais lui parler d'environnement. On a également discuté de la question des préoccupations générales des militants conservateurs à l'ère du politiquement correct. Monsieur Deltel, bonjour. Bonjour. S'il y avait 3 préoccupations principales des militants conservateurs, quelles seraient-elles? C'est les mêmes préoccupations que toutes les familles canadiennes. C'est le coût de la vie qui n'arrête pas d'augmenter. C'est les problèmes qu'on a quand vient le temps de trouver un logement. C'est les prix qui ne cessent d'augmenter, entre autres par la taxation qu'on a sur le pétrole, qui fait en sorte que Qui fait en sorte que tout ce qu'on achète doit être transporté. Donc, tout ce qu'on achète coûte plus cher, particulièrement pour l'épicerie. C'est les 3 priorités qu'on a, que notre chef développe depuis des années, et plus particulièrement depuis qu'il est chef de notre parti. Mais c'est surtout et d'abord et avant tout la préoccupation de toutes les familles canadiennes. Justement, parlons du coût de l'énergie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accuseraient le Parti conservateur de verser dans le scepticisme climatique? Absolument pas. Les changements climatiques sont réels et on doit les attaquer de façon concrète avec des vraies mesures, pas avec des mesures de taxation. Ça fait 8 ans que M. Trudeau est là. Et selon l'ONU, pas selon le Parti conservateur, selon l'ONU, dans un rapport déposé l'année dernière à COP27, le Canada de Justin Trudeau, après 8 ans de M. Trudeau, est le numéro 58 sur 63 quand vient le temps de parler de l'efficacité des mesures pour combattre les changements climatiques. Après 8 ans de Trudeau, après 8 ans de se faire la leçon, après 8 ans de taxation, bang, 58. Et ça marche pas son affaire. Nous, on veut des mesures concrètes. Et moi, comme critique en matière d'environnement, avec ce que le chef a dit depuis des années concernant l'environnement, nous, on est autour de l'action réelle. D'abord, des incitatifs fiscaux pour les nouvelles technologies pour réduire la pollution. Feu vert aux énergies vertes. Arrêter de toujours retarder les projets par des études qui n'en finissent plus. Et c'est pour ça qu'on veut éliminer, entre autres, une seule étude sur 2. Pourquoi en faire 2 alors qu'une seule est suffisante? Troisièmement, faire en sorte que notre savoir-faire canadien soit exporté à l'étranger, que ce soit nos ressources naturelles, notre énergie et notre savoir-faire, entre autres. On parle au Québec en matière d'hydroélectricité. Ouais. Et 4e pilier, travailler main dans la main avec les Premières Nations. Ces 4 éléments-là ont toujours été mentionnés par M. Poilievre. Moi, j'en ai souvent parlé en Chambre et ça fait partie des réflexions qu'on a pour le programme qui s'en vient. Depuis la pandémie, il y a beaucoup de gens préoccupés par un certain mouvement écologiste qui voudrait justement plus de mesures, plus de taxation, plus de contraintes, une sorte de crédit social écologique. Un peu, est-ce que c'est quelque chose que vous craignez? Le débat public se fait et c'est correct en démocratie d'avoir le débat public, mais il faut que les gens s'assument.
Alors, quand vous parlez de taxation, quand on parle de taxation, bien, au Québec, vous avez le Bloc québécois qui a toujours appuyé le gouvernement libéral dans sa mesure de taxation avec les résultats qu'on sait. On n'a jamais atteint les objectifs que M. Trudeau s'est donnés. Puis en plus, on est le 58e sur 63 selon le rapport de l'ONU. Mais le Bloc québécois se fait allier avec M. Trudeau pour taxer davantage. C'est leur choix. Ils ont le droit de le faire, de le dire. Non seulement ils le disent, mais ils l'ont affirmé en Chambre. Il faut radicalement augmenter les taxes. C'est le discours du Bloc, c'est le discours des libéraux, c'est pas le nôtre. Monsieur Deltel, est-ce qu'il y a trop d'immigrés au Canada actuellement? C'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité d'immigration. Moi, je vais être très clair avec vous. Je suis un fils d'immigrant. Mes parents sont arrivés ici en 1958. Si le Canada avait fermé ses frontières, je serais pas ici. Alors oui, je suis pour une immigration, mais qui se fait avec des succès. Au moment où on parle, c'est quoi? Quand on dit succès, les premières victimes d'une immigration qui est tout croche, ce sont les immigrants eux-mêmes. Au moment où on se parle, c'est plus de 2 millions de cas d'immigrants qui sont en attente. Alors oui, on veut de l'immigration, oui, on veut les accueillir, mais il faut les accueillir correctement. Le chiffre qui nous obsède, nous autres, c'est un succès. Et non pas la question de dire plus on en a, mieux ça va. C'est plus on en a qu'on les accueille comme il faut que ça va. Mais quand vous avez plus de 2 millions de cas qui sont en attente actuellement, il n'y a personne qui gagne. Et les premières victimes de l'attitude de M. Trudeau actuellement, en ne s'occupant pas comme il se doit des immigrants qui sont déjà là, plus de 2 millions de dossiers. Et je sais de quoi je parle. Comme député, nous avons tous les jours des cas qui nous sont amenés pour des réunifications de famille. Si ça arrive dans Louis-Saint-Laurent, je suis sûr que ça arrive dans les 337 comtés autres, dont les comtés libéraux. Et nous, ce qu'on dit à M. Trudeau, oui à l'immigration, mais l'immigration qui fait en sorte que c'est un succès et non pas à celui qui a le chiffre le plus fort. Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem, est également présent à l'événement. Nous l'avons rencontré. Nous avons discuté avec lui notamment de la sortie du maire de Québec, Bruno Marchand, qui ne souhaite pas que Pierre Poilievre soit élu premier ministre du Canada. Évidemment, nous avons également évoqué la question du wokisme et de la question trans. Éric Duhem, bonjour. Bonjour. On est toujours au congrès du Parti conservateur, l'édition 2023 à Québec. Monsieur Duhem, pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Parce que je suis un conservateur. Oui. Parce que j'ai un point commun avec le Parti conservateur du Canada, même si nos deux organisations sont quand même deux organisations distinctes. Plusieurs idées se rejoignent. Je connais Pierre Poilievre, ça fait 20 ans. On est des amis personnels depuis très longtemps. Je suis membre du Parti conservateur du Canada. Je vais voter pour le Parti conservateur du Canada, mais je ne dirai pas aux Québécois comment voter. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'ai confiance en leur jugement. Mais je vais être ici pour leur souhaiter la bienvenue aussi à Québec. C'est important. C'est quand même près de 3000 délégués là, qui sont dans notre capitale nationale. Est-ce que vous craignez que des gens vous accusent le PCQ d'être aligné d'être une succursale du Parti conservateur canadien? Bien, c'est sûr que le mot conservateur à la base, au Québec, est plus associé au fédéral parce que notre parti a quand même disparu pendant 80 quelques années. Donc, il faut toujours faire de la pédagogie un peu, pour expliquer qu'on on n'a pas de lien officiel, mais on a des idées communes. Donc, ça fait partie de la mission là, du Parti conservateur du Québec. Cela étant dit, le défi est moins grand qu'il était il y a 2 ans, là, parce que maintenant, le parti est plus connu, plus établi. On a même plus de membres du Parti conservateur du Québec que de membres du Parti conservateur du Canada au Québec. Ah oui. Donc ça, on a quand même des assises très larges. On a peut-être une base militante plus active, mais on n'a pas encore la popularité. On est au 13%. Les conservateurs sont à peu près à 20%. Les sondages là, sont un peu plus populaires que nous, mais il y a quand même des vases communicants là, en grande partie. On sait que tous les ambassadeurs québécois du Parti conservateur, au départ, n'étaient pas nécessairement tous favorables à Poilievre. Est-ce que vous trouvez un peu les conservateurs québécois fédéraux, bien sûr, un peu trop tièdes par rapport à des questions comme l'idéologie du genre, le climat, etc.? Bien, vous savez, moi, où je loge sur ces enjeux-là, tu sais, encore récemment avec le débat sur les mix, là, que je savais pas que c'était un mot je savais pas que c'était un mot qui faisait partie du dictionnaire de la langue française. Puis ou encore celui sur les drag queens dans les écoles, ou celui, tu sais, ça arrête plus. On a tout le temps des débats qui sont complètement ésotériques, qui nous viennent des woke, qui viennent tous des D'ailleurs, faut le dire, hein, c'est des gens qui importent des idées américaines. C'est pas des idées qui viennent du Canada anglais. Là, ça vient des campus universitaires américains. On nous accuse, nous autres, de se faire des perroquets de la droite américaine, alors que c'est eux qui importent directement les pires idéologies des campus universitaires américains. Donc, je pense que là-dessus, on a quand même les communautés. En tout cas, j'ai parlé de ça avec Pierre Poilievre encore récemment, puis on a un communion d'esprit. Je pense pas qu'il y a beaucoup d'appétit au Parti conservateur du Québec là, pour rentrer de la théorie de genre dans la gorge des parents ou des enfants. Je sens aussi qu'ils veulent que les parents restent
responsables des valeurs morales qu'ils veulent inculquer à leurs enfants, que l'autorité parentale est au cœur du mouvement et du programme conservateur. Donc, je pense que là-dessus, on s'entend. C'est sûr qu'il y a toujours des éléments qui, dans toute parti politique, c'est normal, il y a toujours des gens sur certains enjeux qui sont pas alignés avec la majorité, puis c'est correct, chacun a le droit de penser comme il veut, mais je pense que l'écrasante majorité des conservateurs, autant au Québec qu'au Canada, est du même avis sur ça. Samedi dernier, Isabelle Haché vous accuse dans la presse d'alimenter la haine envers les personnes trans. C'est pratiquement ce qu'elle dit. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ben, je lui réponds au contraire. Moi, tout ce que je veux, c'est justement, moi, je pense qu'à force de pousser comme ils font dans la gorge des parents et des enfants leur propre idéologie, ils sont en train de créer un effet de backlash très dangereux. Moi, je m'inquiète justement de ça. Je suis pas tout seul, mais j'ai fait cette sortie-là, rappelez-vous, à l'origine, là, avec Michel Blanc, qui est probablement la transgenre la plus connue au Québec, qui pense comme nous sur cet enjeu-là. C'est important de le rappeler. Et il y a beaucoup de trans qui s'inquiètent de l'activisme d'une certaine gauche parce que justement, ça risque d'avoir un effet de ressac. Et moi, je trouve ça hallucinant. On peut plus avoir de débat parce qu'il y a toute la... Quand elle dit ça, dans le fond, qu'est-ce qu'elle dit? Elle revient avec cette idée de vouloir annuler la parole de l'autre. C'est la culture de l'annulation à l'œuvre. Ils veulent empêcher celles et ceux qui pensent différemment de pouvoir s'exprimer. Fait qu'on les accuse d'être des transphobes, des homophobes. Heureusement que je suis gay. Sinon, si j'avais été un homme hétéro blanc, là, j'aurais pas pu m'exprimer sur cet enjeu-là. Je pense tellement la pression a rendu forte. Puis rappelez-vous, Régine Laurent, le lendemain, j'ai fait une sortie avec Michel Blanc contre les drag queens dans les écoles. Elle était allée à LCN, son commentaire, et c'était 2 mots, c'était « vos gueules ». C'était ça, le commentaire. Donc, on ne peut plus avoir de débat, on peut plus penser différemment d'une certaine bien-pensance, mais c'est ça qui est dangereux. Le vrai danger, là, c'est eux en ayant leur attitude actuelle. En terminant, il y a quelques semaines, une conférence a été annulée ici même, au Palais des Congrès au Centre des Congrès de Québec. C'est la ministre provinciale là, qui est intervenue, Caroline Proulx, parce que, c'est un groupe qui remettait en question certaines formes d'avortement, les avortements tardifs. Bon, un groupe religieux, un groupe chrétien. Est-ce que vous vous réjouissez qu'on ait eu le droit aujourd'hui de faire le congrès du Parti conservateur? J'imagine que Caroline Proulx va voter pour le Parti conservateur du Canada parce qu'elle a permis la tenue du congrès au Centre des Congrès de Québec. Non, mais sérieusement, cette aberration-là, je la comprends toujours pas. D'ailleurs, c'est ça, on rigole, mais c'est pas drôle. À partir du moment où tu ouvres la porte et tu dis que le Centre des Congrès, c'est juste des gens qui ont des idées, qui font ton affaire, elle est où la ligne? Pourquoi les conservateurs auraient le droit de se réunir? Il y a des gens qui pourraient argumenter en toute logique, puis ils seraient très cohérents avec la pensée de Caroline Proulx et de la CAQ en disant qu'il faut interdire aux conservateurs de se réunir au Centre des Congrès de Québec. C'est pour ça que tout le monde, peu importe vos idées, sur peu importe le débat, quand on attaque la liberté d'expression et les droits des gens de s'exprimer avec des opinions, faites attention parce que vous êtes les prochains sur la liste, puis vous ne savez peut-être pas. Donc, la révolution des Var, c'est pas présent. C'est très, très grave ce qui s'est passé. Puis je trouve qu'encore là, il n'y a pas une grosse levée de bouclier contre cette décision totalement antidémocratique. En fait, on a présentement le gouvernement le plus antidémocratique de l'histoire du Québec. Moi, c'est ce que je prétends. Jamais un premier ministre a mis la démocratie sur pause aussi longtemps que François Legault le fait. Jamais un premier ministre a empêché 13% des gens, 530 000 Québécois, de même avoir leur chef qui met le pied à l'Assemblée nationale. C'est totalement antidémocratique. Ça faisait des décennies au Québec qu'on n'avait pas eu le gouvernement qui s'ingérait pour empêcher des groupes transphobes comme lui de pouvoir se réunir. On n'a jamais vu ça, un gouvernement non plus, qui fait son engagement à la question de l'urne dans la région de Québec, puis qui renie son engagement quelques semaines après les élections, alors qu'il savait pertinemment qu'il allait nous mentir, qu'il a été élu sous fausse représentation. Additionner tout ça, là, moi, je pense qu'on a affaire au pire gouvernement en termes de démocratie de l'histoire du Québec. Juste dernière question, ça me fait penser, vous ouvrez la porte. Bruno Marchand, le maire de Québec, qui ne souhaite pas l'élection, c'est-à-dire de Pierre Poilievre comme premier ministre du Canada. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie? C'est pas le maire Marchand qui va décider qui va voter, pour quoi on va voter. J'espère que il peut voter pour qui il veut. De toute façon, on se doutait avec l'idéologie qu'il a que c'est sûrement pas un conservateur qui le vote, ni au provincial, ni au fédéral. Je pense qu'il y a plus d'intérêt pour probablement le NPD et Québec solidaire. En tout cas, c'est ce que je soupçonne. Et mais c'était quoi le crime de Pierre Poilievre qui a mérité cette sortie-là de Bruno Marchand? Il a parlé qu'il était contre les dépassements de coûts du projet de tramway et que c'était des politiciens incompétents qui font passer le coût de 3 à 8 milliards à l'espace de quelques mois. Parce qu'il a dit ça, c'était un crime de lèse-majesté et le maire de Québec et François Legault se sont levés pour le rabrouer. Donc, je pense que, à un moment donné, il faut voir clair à travers ça.
Puis je suis content que Pierre Poilievre soit sorti pour dire ce qu'il a dit. Moi, je suis d'accord avec lui sur le projet de tramway. Je pense que c'est rendu indécent. Puis ça prend juste des incompétents pour avoir triplé les coûts du tramway en l'espace de quelques mois. Puis pire que ça, non seulement ils sont incompétents, mais ils sont menteurs puis ils manquent de transparence parce qu'ils ont les clés présentement du projet final. Ils refusent de le dire aux gens puis ils continuent à dépenser. C'est totalement inacceptable ce qui est en train de se passer dans ce dossier-là comme dans d'autres. Nous avons également rencontré Yves Lévesque, l'ancien maire de Trois-Rivières, qui était orateur vendredi dernier. On a discuté avec lui des maires du Québec qui réclament du gouvernement provincial plus d'aide, notamment pour contrer l'itinérance. On a également abordé la question de la place des villes dans la lutte au changement climatique. Monsieur Lévesque, bonjour. Bonjour. Les maires québécois réclament de l'argent du gouvernement provincial pour notamment, dans le dossier de l'itinérance. Qu'est-ce que vous pensez de leurs nouvelles exigences? Bien, effectivement, vous savez, j'ai été maire pendant près de 20 ans et des équilibres fiscaux qu'on dénonce au niveau provincial, fédéral, est encore beaucoup plus grand au niveau municipal. Et le champ de compétences des municipalités grandit depuis des années. Avant, on s'occupait des loisirs, d'ingénierie, ramasser les vidanges. Maintenant, c'est le communautaire, c'est le culturel, c'est l'économie. Oui. Alors, le champ de taxation n'a pas changé, puis notre champ de taxation n'est pas en croissance comme la taxe de vente. Tu sais, durant la pandémie, avec l'inflation, le gouvernement récolte beaucoup plus d'argent. Les contribuables souffrent de cette inflation-là et les municipalités n'ont aucun retour de cet argent-là présentement. Vous qui êtes ancien maire, trouvez-vous que les municipalités emmènent un peu trop large, notamment dans le dossier de l'environnement? Moi, je pense qu'effectivement, quand les gens venaient me voir pour des dossiers qui touchaient des enjeux fédéraux ou provinciaux, je leur disais, regardez, mon bucket là, de camions est plein. Là. Vous avez des députés provinciaux, fédéraux qui sont très bien payés. C'est leur responsabilité. Allez les voir. Puis faites part de vos doléances par rapport à vos projets. Mais nous, l'environnement, c'est le fédéral, c'est le provincial. Nous, on s'occupe de notre terrain de jeu qui est déjà assez rempli. Alors, allez voir les gens qui sont élus pour faire ce travail-là. Les principales préoccupations des militants conservateurs, selon vous, s'il y en avait 2 ou 3? Là. C'est l'inflation, l'économie, le logement. Ça, c'est la priorité numéro 1. Vous savez que les gens, présentement, avec l'inflation de la arriver, les gens à la retraite, les personnes âgées, les pensions n'augmentent pas au niveau de l'inflation. Alors ça, c'est des enjeux concrets que les gens vivent à tous les jours. C'est ça c'est important. La première obligation d'une famille, c'est des aides à l'école, de pouvoir faire du sport, des loisirs et de payer l'épicerie. Et présentement, les gens ont de plusieurs militaires et plus ça avance, plus c'est difficile. En terminant, Bruno Marchand, le maire de Québec, ne souhaite pas à Pierre Poilievre d'être élu premier ministre du Canada. Qu'est-ce que vous pensez de sa déclaration? Moi, je trouve ça déplacé. Je pense que encore une fois, je pense qu'on regarde le projet du tramway. M. Poilievre, c'est un gestionnaire rigoureux. Alors, quand on embarque dans un projet, on embarque avec un portrait clair et précis. Et quand vous voyez un projet comme le tramway de Québec qui est estimé à 3 milliards, puis on parle de 6, 7, 8 milliards de dollars, à un moment donné, c'est de l'argent public. Alors, quand tu crois un projet comme municipalité, mais tu t'assures d'avoir les demandes en fonction du projet. On parle d'inflation. Ben oui, mais l'inflation de 3 milliards à 8 ou 6 milliards, c'est plus qu'une inflation. Puis à un moment donné, quand c'est de l'argent public, si le projet, moi, si je veux m'acheter une maison, mettons de 200 000, puis finalement, la maison, elle me coûte 600 000, ils vont me questionner sur la maison que je veux vous construire. C'est pas à cause que c'est de l'argent public, c'est un puits sans fond. À un moment donné, il faut être rigoureux, parce que cet argent-là provient des travailleurs et travailleuses qui travaillent très fort, et surtout la classe moyenne. Nous avons également rencontré Marie-Josée Elie, qui est une spécialiste de la question environnementale, qui est chroniqueuse à Radio X. Madame Elie s'intéresse de près à toute la question écologique, donc évidemment avec elle, nous avons abordé tous ces thèmes. Marie-Josée Elie, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous interpelle au Parti conservateur du Canada pour vous impliquer? D'abord, je dois mentionner que je me suis d'abord intéressée au Parti conservateur du Canada à cause de son chef. Je l'ai vu pour la première fois, je crois que c'est en octobre 2021. Tout simplement, la publication Facebook qui était épinglée sur son profil, dans lequel il est assis simplement devant sa bibliothèque et il s'adresse aux gens, disant qu'il veut devenir premier ministre. Je vous dis, dans l'espace d'1 minute et demie environ, je me suis dit, OK, ça c'est le prochain premier ministre du Canada. J'ai décelé tout de suite une force de leadership dans cet homme. J'ai senti sa capacité à vraiment agir pour nous amener plus loin, pour nous sortir en fait de où on en est là présentement. D'où votre implication en parti. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui accusent vraiment les conservateurs de nier les changements climatiques? Stephen Guilbeault, le ministre fédéral de l'Environnement, était ici ce matin même pour semer un peu la pagaille. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Justement, vous le dites, semer la pagaille, parce que personne au Parti conservateur ne nie les changements climatiques. OK? L'idée,
c'est de tempérer la réaction, parce qu'on sait que la science des changements climatiques est hautement politisée, reprise par les médias, reprise par des intérêts politiques, reprise par des intérêts financiers. Et il ne faut pas oublier ça dans notre interprétation de la situation. Il faut demeurer pragmatique. Et aussi, l'idée, c'est qu'on ne veut pas se faire dire, on ne veut pas se faire imposer de l'extérieur ce qu'on devrait faire avec notre propre pays et nos propres ressources. Quels intérêts financiers vous voyez derrière cet écologisme très en vogue, par exemple? Bien, écoutez, on sait que les énergies fossiles tiennent le marché et ont permis ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'époque moderne, l'époque postmoderne. Ça l'a apporté à notre civilisation de grands bienfaits, comme vous le savez. Mais ils sont là, ils sont bien ancrés. Et à votre avis, comment pourrait-on aller chercher une part du marché des énergies fossiles si ce n'est pas en proposant autre chose, OK? Mais le problème, c'est que compétitionner avec les énergies fossiles, ça va prendre quelque chose de meilleur. Et puis là, on essaie de nous faire croire, les environnementalistes essaient de nous faire croire que l'énergie éolienne et l'énergie solaire peut compétitionner avec les énergies fossiles, ce qui est pas le cas. Ça demeure des énergies en ce moment, à l'heure actuelle, la technologie demeure fait que c'est des énergies de niche qui peuvent pas être déployées partout avantageusement. Donc, oui, il y a d'énormes intérêts financiers parce que les gouvernements, c'est la manne au niveau de on appelle ça la manne verte. Ben, c'est ce qui se passe là. En ce moment, donc, on peut pas nier qu'il y a des intérêts financiers. On peut pas nier qu'il y a des intérêts politiques. Quand on voit des politiciens se faire des changements climatiques leur cheval de bataille, puis ne parler que de ça. Et puis, ben, le médiatique, c'est sûr que les grands titres, on sait que tout ce qui vient chercher aux entrailles, la peur chez les gens, ben, ça apporte des clics. Puis, veut pas, ben, c'est des intérêts. Les principales préoccupations, selon vous, des militants conservateurs? Le coût de la vie, évidemment, l'inflation. On le ressent tous. Hein. On sait que le salaire moyen a augmenté aussi, donc ça tamponne l'inflation, mais ça tamponne pas également pour tout le monde. Hein. Tous les gens de la classe plus pauvre subissent très fort le courant inflationniste en ce moment au Canada, puis c'est quelque chose qu'il faut adresser. Et l'autre enjeu très important, c'est le logement. C'est majeur. On peut pas penser accueillir des gens ici adéquatement sans d'abord les loger. Hein? Après ça, on viendra se plaindre que ça se ghettoise. Après ça, on viendra se plaindre que des fusillades éclatent quand on n'a pas donné une chance. Parce que le Canada, c'est ça. Il faut que notre gouvernement revienne à ses missions de base. Et le Canada, c'est un pays où chacun a une chance, a une opportunité. L'opportunité de travailler, de gagner sa vie, de posséder, de fonder sa famille. C'est un pays d'opportunités. C'est comme ça que les gens de l'extérieur le voient, puis c'est comme ça qu'on l'a fondé, puis c'est là qu'il faut retourner. Donc, la crise du logement, évidemment, devient fondamentale. Il faut ouvrir les barrières. Il faut que ça devienne accessible. Il faut que ça redevienne accessible. J'ai le message pour M. Blanchette et M. Trudeau. Dans les régions, les gens ont besoin de leur camion et leur voiture pour leur quotidien et vous n'avez pas le droit de piger dans leur poche encore. Évidemment, le point culminant de ce congrès 2023 du Parti conservateur du Canada fut le discours tant entendu de Pierre Poilievre. Pierre Poilievre s'est notamment prononcé sur l'économie, évidemment sur l'inflation qui réduit le pouvoir d'achat des Canadiens, sur l'environnement, également sur l'immigration. Quelques pointes, quelques flèches bien lancées contre le wokisme. On vous laisse écouter. Et c'est pour ça que je serai toujours un allié du Québec, du peuple acadien et de tous les francophones à travers le pays. Un plus petit gouvernement central fera la place pour un plus grand Québec et des plus grands Québécois. Si les Québécois veulent se débarrasser de Justin Trudeau pour de bon, seul le Parti conservateur peut le remplacer pour vrai. C'est donc un choix entre un pays où les gens qui travaillent fort réalisent leurs rêves ou un pays où le gouvernement divise entre bons et mauvais Canadiens. Un gouvernement qui se mêle de tout, mais qui n'est bon dans rien. You know, this business of deleting our past must end. And this is a matter on which English Canada must start to learn from Quebec.
Quebecers, and I'm saying this deliberately in English, do not apologize for their culture, their language, and their history. They celebrate it, and all Canadians should do the same. Comme vous avez pu le constater, le congrès 2023 du Parti conservateur a été très chargé en contenu, en émotion, en mobilisation. Le parti est en avance actuellement dans les sondages. Il reste évidemment à voir si une majorité d'électeurs canadiens se tournerait vers Pierre Poilievre si les élections étaient déclenchées à court ou moyen terme. Dans tous les cas, les troupes conservatrices sont déterminées à achever le règne de Justin Trudeau. Ici Jérôme Blanchet-Gravel à Québec pour Libre Média.